Un atterrissage avec le train d'atterrissage rentré, suivi d'une panne des deux moteurs, deux des urgences les plus rares dans le monde de l'aviation combinées en un seul vol. Les avions modernes sont conçus pour alerter les pilotes et prévenir ce genre d'incident. Alors, comment est-ce arrivé malgré tout? La réponse à cela sera révélée dans l'un des accidents les plus choquants de l'histoire moderne. Restez à l'écoute. Quel est le véritable cœur de la sécurité aérienne? Si nous devons démanteler toutes les règles, réglementations, procédures, contrôles et tout ce qui rend l'aviation si sûre, qu'est-ce qui nous reste réellement? Eh bien, je pense qu'au fond de tout, se tenant comme le fondement inébranlable de la sécurité aérienne, se trouve la responsabilité individuelle et le professionnalisme. Et c'est avec cela à l'esprit que je veux commencer cette histoire, qui m'a profondément choqué, et je pense que vous le serez aussi. Le 22 mai 2020, un équipage de Pakistan International Airlines se préparait pour un vol domestique relativement court de Lahore au Pakistan à Karachi. Ce serait un vol très standard s'il n'avait pas eu lieu en mai 2020, pendant que le monde entier était sous l'emprise de la pandémie du coronavirus. Cela signifiait qu'il y avait des confinements stricts en place au Pakistan et ce vol était l'un des seuls vols qui était encore opéré. En plus de cela se passait également pendant le mois sacré du Ramadan, ce qui signifie que la plupart des membres de l'équipage jeûnaient. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec cette coutume musulmane, elle comprend le fait de ne pas manger ou boire entre l'aube et le coucher du soleil, et ce vol était prévu vers 13 heures, heure locale, ce qui aurait été environ l'heure du déjeuner standard. Nous avons très peu d'informations sur la façon dont les deux pilotes ont passé la journée avant ce vol, mais ils avaient tous deux volé beaucoup moins que d'habitude pendant les 30 jours précédents. Le capitaine avait volé 10h30 pendant les 72 heures avant ce vol, ce qui signifie qu'au moins il n'aurait pas dû être rouillé, mais le premier officier n'avait rien volé pendant une durée inconnue. C'est dans ce contexte que les deux pilotes se sont retrouvés dans la salle d'équipage à Lahore pour commencer à planifier le vol. Le temps semblait assez correct, avec seulement quelques orages prévus à Lahore bien plus tard dans l'après-midi, et à leur destination Karachi, la visibilité était correcte, avec des vents légers avec parfois des rafales venant d'une direction sud-ouest et aucun nuage détecté. En somme, une journée idéale pour voler. Les pilotes ont continué en vérifiant les NOTAM ainsi que leur plan de vol, mais rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Ils ont ensuite continué à informer leurs 6 membres d'équipage avec qui ils allaient travailler, puis ils se sont tous dirigés ensemble vers l'avion. Alors, qui étaient ces deux pilotes qui allaient voler ensemble? Eh bien, le capitaine venait d'avoir 58 ans et travaillait avec Pakistan International Airlines depuis plus de 24 ans. Il avait un permis et un certificat médical valide à l'époque et plus de 17 250 heures d'expérience au total. Parmi celles-ci, un peu moins de 4 800 heures avaient été passées sur l'Airbus A320 sur lequel ils allaient maintenant opérer. Il avait également été récemment nommé inspecteur des normes sur la flotte d'Airbus A320, ce qui signifie qu'il était considéré comme une personne apte à s'assurer que les autres pilotes respectaient les normes attendues lors de l'utilisation de cet avion, et c'est important de le garder à l'esprit. Mais un détail vraiment intéressant de cette histoire a en fait à voir avec la manière dont le capitaine avait réussi à rejoindre la compagnie aérienne en premier lieu. Parce que lorsqu'il a postulé en 1996, il a dû passer une évaluation psychologique comme tous les pilotes doivent le faire. Il a fini par échouer à cette évaluation avec, disons, une évaluation loin d'être flatteuse de la part des psychologues de la compagnie aérienne. Ils ont dit qu'il était de nature autoritaire, ferme, dominant et oppressant. Il avait une intelligence inférieure à la moyenne et il avait tendance à avoir peu de respect pour l'autorité. Il avait également une faible compréhension mécanique avec une faible compréhension des relations spatiales et son niveau de tolérance au stress était également assez inadéquat. Maintenant, cette évaluation aurait aplati presque n'importe qui et aurait probablement aussi poussé vers un autre choix de carrière, mais pas ce gars. Il a plutôt demandé un deuxième avis à 5 autres psychiatres, dont 3 du Royaume-Uni, qui lui ont tous donné le feu vert pour continuer en tant que cadet. Son problème était que la Pakistan International Airlines n'autorisait plus les deuxièmes avis à ce moment-là. Alors, qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est plaint au médiateur fédéral puisque la demande qu'il avait déposée avait été déposée avant que ce changement n'ait eu lieu.
L'Ombudsman a effectivement pris son parti et il a donc été autorisé à commencer sa formation. Mais je veux que vous gardiez cette première évaluation à l'esprit lorsque vous entendrez la suite de cette histoire. Le premier officier avait 33 ans et avait nettement moins d'expérience que le capitaine. Il avait rejoint la compagnie aérienne il y a environ 10 ans et durant cette période, il avait volé un peu moins de 2300 heures, dont la majorité, environ 1500 heures, sur l'Airbus A320. Nous ne savons pas grand-chose sur le premier officier, mais nous savons qu'il avait reçu des commentaires négatifs lors de sa formation initiale, ce qui l'avait empêché de passer de second officier à premier officier. Mais après 2015, son parcours de formation était assez propre. Cela dit, cependant, compte tenu de son expérience limitée et du fait qu'il allait maintenant voler avec un pilote beaucoup plus expérimenté et standard, nous pouvons supposer que le gradient de pouvoir dans le cockpit était probablement assez raide. Dans tous les cas, alors que tout l'équipage se dirigeait maintenant vers l'avion, les pilotes ont décidé que le premier officier allait être le pilote en charge de ce vol. Le capitaine allait inspecter l'avion, mais d'abord il est entré dans le cockpit pour consulter le carnet technique. L'avion qu'ils allaient piloter était un Airbus A3 12200 de 16 ans équipé de 2 moteurs à double flux, compagnie française des moteurs 56, et ces moteurs joueront un rôle très important dans cette histoire. Avant ce vol, l'avion n'avait volé que très rarement en raison de la pandémie en cours, mais il avait été entretenu selon les normes du fabricant et était en bon état général. Donc, lorsque l'équipage de cabine a terminé ses contrôles de sécurité et embarqué les 91 passagers attendus, ils ont fermé les portes et les pilotes ont demandé à démarrer, tout selon les procédures normales. À 13h05 et 30 secondes, le vol 8 Mile 303 de Pakistan International Airlines a commencé à accélérer sur la piste et à décoller normalement, montant vers leur destination. Pendant la montée, un membre de l'équipage de cabine a appelé les pilotes et leur a demandé s'ils étaient intéressés par un en-cas léger, mais ils ont tous deux poliment refusé. Souvenez-vous, ils jeûnaient toujours. Ils ont rapidement atteint l'altitude de croisière prévue, le niveau de vol 340, soit 34 000 pieds, pour leur segment de croisière d'environ 45 minutes. Et d'après les transcriptions vocales, il semble que les pilotes s'entendaient assez bien, discutant de la pandémie et de son impact sur leur vie, exactement comme nous le faisions tous à l'époque. Mais c'est lorsqu'ils se rapprochèrent du sommet de descente que les premiers indices de ce qui allait finalement causer cet accident ont commencé à apparaître. Et je vous en parlerai après ceci. À 13h24 et 24 secondes, le vol a été transféré au contrôleur de la zone de Karachi, qui les a accueillis sur la fréquence, puis les a autorisés pour l'arrivée Nawab Shah 2A à Karachi. Il leur a également dit qu'ils pouvaient s'attendre à l'approche Instrument Landing System pour la piste 25 gauche après cela. Le premier officier, en tant que pilote en vol, était responsable de préparer l'avion pour l'approche à venir et de compléter le briefing d'approche. Alors que le sommet de la descente approchait, il n'y avait aucun signe de préparation d'approche. Au lieu de cela, les pilotes continuaient à discuter de sujets non liés à l'opération. Maintenant, juste pour le contexte, dans ma compagnie aérienne, nous commençons généralement à nous préparer pour l'approche environ 100 000 nautiques avant que nous ne commencions à descendre, et nous faisons cela parce qu'il y a en fait pas mal de choses à faire. Le pilote en vol passerait normalement ensuite les commandes au pilote surveillant, ce qui signifie que le PM serait en charge à la fois de la radio et des commandes pendant cette période, ce qui permettrait au pilote en vol de se concentrer sur la préparation de toutes les radios, les cours, l'ordinateur de gestion de vol et les minima. Une fois que cela aurait été fait, le pilote en vol donnerait alors un briefing complet au pilote surveillant, soulignant toutes les menaces potentielles pendant la descente et comment y faire face. Ensuite, il faudra aborder la procédure d'arrivée. Quel type d'approche il prévoyait de voler et comment voler correctement cette approche, y compris la procédure d'approche manquée, suivie par les calculs de distance d'atterrissage et les itinéraires de taxi prévus. Bien sûr, ce type de briefing peut être légèrement raccourci si les pilotes sont très familiers avec l'aéroport ou s'il s'agit de la deuxième fois qu'ils arrivent à ce même aéroport ce jour-là, mais il ne peut jamais être complètement supprimé. Avoir une image partagée de ce qui va se passer est super important car remarquer toute déviation sera alors beaucoup plus facile. Les préparations précises et les briefings sont en fait quelques-uns des piliers d'une gestion efficace des ressources de l'équipage. Mais dans ce cas, les pilotes ont plutôt continué à bavarder sur des choses non opérationnelles sans apparemment aucune intention de terminer ce briefing d'approche.
Alors, vous vous demandez peut-être s'ils n'ont pas fait cette configuration et ce briefing, comment l'approche a-t-elle été configurée? Il est probable que l'un d'eux, sûrement le premier officier, ait fait cela discrètement pendant que leur discussion se poursuivait. Maintenant, l'itinéraire, y compris la route d'arrivée standard prévue et l'approche, aurait déjà été entré dans l'ordinateur de gestion de vol au sol, et il l'avait maintenant également confirmé par le contrôleur. Mais sans un briefing approprié et une vérification de tous les paramètres inclus, des choses peuvent facilement être manquées, comme nous le verrons bientôt. Le briefing d'approche était incomplet, et à 14h15, heure locale, le copilote a contacté le contrôleur pour demander la descente initiale. Les spectateurs avertis auraient pu noter que le capitaine, en tant que pilote surveillant, aurait dû demander la descente et non le premier officier. Cependant, ce ne serait ni le premier ni le dernier écart aux procédures d'exploitation standard durant ce vol. Quoi qu'il en soit, le contrôleur de Karachi a répondu à la demande et les a autorisés à descendre initialement au niveau de vol 100 et à la discrétion du pilote, procéder directement à un point appelé Makaeli, que le premier officier a également lu en retour. Et maintenant est venu un autre mépris flagrant pour les procédures correctes. Après avoir reçu l'autorisation d'altitude, le pilote doit régler la nouvelle altitude autorisée dans l'unité de contrôle de vol, puis annoncer « réglé ». Le pilote surveillant devrait alors vérifier que la valeur entrée était la même que celle qu'il ou elle a entendue, et si c'était le cas, alors il ou elle devrait répondre « niveau de vol sans vérifier ». En procédant de cette manière, il y a très peu de chances que quelqu'un fasse une erreur à cause d'une autorisation mal entendue. Et si cela devait quand même se produire, eh bien, alors cette procédure le détecterait et le niveau de vol pourrait être évité. C'est une procédure super importante que nous, les formateurs, inculquons à nos élèves au quotidien, mais cela ne s'est pas produit ici. Cependant, l'unité de contrôle de vol a été mise à jour au niveau de vol 100 sans aucun appel des pilotes. La deuxième partie de l'autorisation comprenait ce que l'on appelle un routage direct vers un point appelé Makli, et ce point était situé sur la ligne médiane prolongée de la piste 25 gauche. Makli était à environ 4 milles nautiques du point d'approche final Saben, où l'avion était censé être à 3000 pieds afin de pouvoir commencer à descendre vers la piste. Maintenant, ces types de routages directs sont très courants. Et surtout pendant la pandémie, quand il n'y avait presque pas d'autre trafic autour, cela aurait été quelque chose que les pilotes auraient dû anticiper. Nous, les pilotes, aimons ces directs, car ils sont des raccourcis, mais représentent aussi un défi potentiel. Comme je l'ai mentionné avant, l'ordinateur de gestion de vol de l'avion calculera un sommet de descente basé sur le profil de descente au ralenti le plus économique. Mais ce profil supposera que l'avion a exactement autant de miles de piste pour réaliser cette descente que les pilotes ont programmé dans l'ordinateur de gestion de vol. Ainsi, recevoir un tel raccourci peut éliminer de nombreux miles de piste, ce qui ferait que l'avion attirerait beaucoup d'attention. Normalement, ce n'est pas un réel problème. Nous pouvons toujours utiliser des freins de vitesse ou laisser l'avion accélérer pour dissiper l'énergie excédentaire. Mais curieusement, cela ne s'est pas produit ici. Lorsque le premier officier a commencé à descendre, il a activé le mode de descente géré de l'avion, qui suivrait simplement le profil préprogrammé. Et même s'ils avaient maintenant reçu un raccourci assez substantiel, l'avion a commencé à descendre à environ 1000 pieds par minute, ce qui signifie qu'il calculait encore quelques miles de vol à plat avant de commencer à descendre le long de ce chemin calculé. Cela aurait dû être un signal d'alarme pour les pilotes, car cela indiquait que l'avion supposait toujours qu'il lui restait beaucoup de miles à parcourir, alors que ce n'était manifestement pas le cas. Il y a essentiellement deux raisons pour lesquelles l'ordinateur de gestion de vol réagirait de cette manière, et la première est qu'il y a un point de cheminement avec des restrictions d'altitude à ou au-dessus, quelque part le long de la route, qui forcerait alors l'avion à rester en altitude, mais ce n'était pas le cas ici. L'autre raison est qu'il y a un modèle de maintien procédural programmé dans l'itinéraire à un certain point, ce qui était le cas ici. Mais comme les pilotes n'avaient pas fait de briefing d'approche, ils ne l'avaient pas remarqué. Et comme c'était maintenant le cas, il restait encore beaucoup de miles de piste à l'intérieur de cette attente que l'ordinateur de gestion de vol calculait. Évidemment, les pilotes ne souhaitent généralement pas voler en attente. Maintenant, nous voulons essayer d'intercepter l'instrument Landing System dès que possible et profiter de ce raccourci que nous venons d'obtenir pour économiser à la fois du temps et du carburant. Et le contrôle du trafic aérien s'attendra presque dans toutes les conditions à ce que nous fassions exactement cela. C'est pourquoi nous, les pilotes, vérifions toujours manuellement les miles de piste restants et notre distance réelle de la piste d'atterrissage.
Parce que si nous prenons notre altitude en milliers de pieds et que nous la multiplions par 3, alors nous obtiendrons une estimation approximative du nombre de miles dont nous aurons besoin. Et si les miles disponibles sont inférieurs, alors nous savons que nous devons agir. Ne pas faire confiance aveuglément à l'ordinateur de gestion de vol, mais plutôt faire des calculs de sauvegarde manuelle et le type de pilotage pour lequel nous sommes payés. L'avion a poursuivi sa descente vers Karachi, interceptant sa trajectoire calculée à 14h18 et 36 secondes. Cela signifiait que la poussée était réduite au ralenti et que le taux de descente augmentait à environ 2400 pieds par minute pour suivre la trajectoire. Le contrôle du trafic aérien a autorisé le vol à descendre à 5000 pieds, ce qui a été répété par l'équipage, mais aucune procédure formelle n'a été suivie pour fixer cette nouvelle altitude dans l'unité de contrôle de vol. Maintenant, je sais que je continue à souligner ces détails, qui peuvent sembler très mineurs pour un observateur occasionnel. Mais le fait est qu'ils sont en réalité vraiment importants. Peu après la dernière autorisation de descente reçue par l'équipage, un léger clic a été enregistré dans le cockpit. Ce son ressemblait à celui d'un des boutons poussoirs sur le panneau de contrôle audio étant enfoncé. Après cela, le contrôle du trafic aérien a essayé d'appeler l'avion 7 fois, y compris 2 appels d'un avion de la compagnie, mais sans recevoir de réponse du vol 8303. Finalement, l'avion a repris contact, mais seulement après que le contrôleur les a appelés 2 fois sur la fréquence d'urgence 121.5. Maintenant, la raison la plus probable de cette perte de communication prolongée était que l'équipage avait supposé un transfert à la prochaine fréquence, après cette dernière autorisation d'altitude, et qu'ils avaient mal réglé la prochaine fréquence avant de simplement basculer. Après avoir effectué ce changement ad hoc, les pilotes ont simplement continué à discuter de leurs problèmes non pertinents, et c'est probablement la raison pour laquelle ils n'ont pas remarqué que la fréquence était devenue complètement silencieuse. Il convient de mentionner ici que nous ne passons presque jamais à une nouvelle fréquence en vol à moins d'être clairement transférés par le précédent contrôleur de la circulation aérienne. Le fait qu'ils aient quand même fait cela est juste une autre indication de la complaisance sévère de ces 2 pilotes, et cela allait devenir vraiment pire. L'avion a maintenant continué sa descente, et comme personne n'avait retiré le motif de maintien de Saben, l'avion supposait toujours qu'il exécuterait ce maintien. Cela signifiait que les miles de piste calculés par l'ordinateur de gestion de vol étaient de 23 000 nautiques, plus longs que la distance réelle dont il disposait. Cela aurait été clairement montré de diverses manières, y compris une flèche blanche initiale indiquant un virage à gauche sur l'affichage de navigation et le fait que Saben apparaissait 2 fois dans l'ordinateur de gestion de vol avec une attente blanche écrite entre les deux. L'altitude initiale prévue à l'ordinateur de gestion de vol à Saben était fixée à 8900 pieds. C'était beaucoup trop haut pour une approche directe. L'altitude maximale absolue que l'avion aurait dû avoir pour pouvoir voler en ligne droite aurait été d'environ 5000 pieds, mais aucune de ces choses n'a été remarquée par l'équipage. L'avion a maintenant été remis au contrôleur d'approche de Karachi et à 14h25 et 54 secondes, ce nouveau contrôleur a autorisé le vol 8303 à descendre à 3000 pieds sur pression atmosphérique au niveau de la mer 1004 et il les a également autorisés pour l'approche. Une fois de plus, la procédure de réglage de l'altitude de l'unité de contrôle de vol et la confirmation de la pression atmosphérique au niveau de la mer ont été ignorées. Cependant, le premier officier a armé le mode d'approche du pilote automatique, permettant à l'avion de capturer les faisceaux de localisateurs et de pente de descente dès leur disponibilité. Mais même s'ils étaient maintenant autorisés à une approche directe, l'avion a simplement continué en mode de descente gérée, sans aucun effort de l'équipage pour augmenter le taux de descente, ce qui signifie qu'ils étaient maintenant à environ 5000 pieds de plus qu'ils ne le devraient. Que pourraient concrètement faire les pilotes dans cette situation? Pour être parfaitement honnête, la situation était encore loin d'être dangereuse. Le fait qu'ils ne faisaient rien suggérait que ni l'un ni l'autre des pilotes n'avaient encore réalisé qu'ils étaient extrêmement hauts, mais s'ils auraient fait quelque chose, ils auraient eu une solution très facile. Il suffisait de suivre le motif de maintien que l'ordinateur de gestion de vol calculait. Cela aurait ajouté environ 5 minutes au vol et aurait semblé tout à fait inutile, mais personne ne se serait plaint. Cela n'aurait pas consommé beaucoup plus de carburant et l'heure d'atterrissage aurait été exactement la même qu'ils avaient déjà calculée. Des erreurs comme celle-ci arrivent de temps en temps, et ce n'est pas grave tant que vous les gérez de manière rationnelle et sécurisée. L'avion a vite dépassé Maklie, le point limite autorisé, puis est arrivé à Saben avec sa retenue calculée.
L'avion était à 9363 pieds lorsqu'il a dépassé Mach Lee à une vitesse d'environ 250 nœuds et en configuration propre. Comme ils étaient maintenant sur l'axe prolongé et que le mode d'approche avait été armé, le localisateur a été capturé et a commencé à guider l'avion vers la piste. Quand le localisateur se verrouille, il désactive le mode horizontal auparavant sélectionné. Cela signifiait que l'avion ignorerait dorénavant la consigne, même si elle était toujours présente dans l'ordinateur de gestion de vol. Le contrôleur d'approche, qui les avait déjà autorisés pour l'approche, regarda son écran radar et réalisa que le vol semblait incroyablement haut, 2 fois plus haut qu'il ne devrait être. Il les a donc appelés et a demandé « Pakistan 8303. Confirmez-vous que la distance parcourue est confortable pour la descente ?» Le capitaine a simplement répondu par l'affirmative. C'était une indication claire de ce que le contrôleur pensait de la situation et, pour tout pilote qui entend ces mots, cela devrait servir d'incitation immédiate à examiner leur situation et à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Le capitaine a dû également le faire ici et a réalisé avec horreur qu'ils avaient oublié de retirer le maintien à Sabène. Il a maintenant demandé ce qui s'est passé. « Arrêtez! Oh non! Retirez le maintien! »« Retirez le maintien ?» Le premier officier a répondu « Maintien retiré. » Devons-nous signaler le problème? Indiquant qu'il avait suivi les ordres du capitaine, mais qu'il avait également réalisé la gravité de la situation et qu'il pourrait avoir besoin de plus de miles de piste. Et ici, mesdames et messieurs, c'est là que la première décision est prise qui conduira finalement cet avion à la catastrophe. Parce qu'au lieu de simplement réaliser le désespoir de cette situation et de demander à rejoindre la retenue ou de demander des vecteurs de retard, le capitaine a répondu « Non, cela pourrait être dû à la retenue. Signalez à l'approche de Karachi que nous sommes sur le localisateur. » Le premier officier a accepté et a retiré le bouton d'altitude sur l'unité de contrôle de vol, passant le pilote automatique en mode descente ouverte. Dans ce mode, l'avion cesserait de suivre le chemin calculé par le gestionnaire de vol et descendrait avec une poussée au ralenti selon la vitesse sélectionnée. Maintenant, comme la vitesse réelle était légèrement supérieure à celle commandée, 245 nœuds, cela signifiait que l'avion a initialement ralenti sa descente pour atteindre cette vitesse demandée et en même temps, le premier officier a également activé le frein de vitesse. L'avion était à 14,8 milles nautiques de la piste à ce moment-là, avec une altitude de 9210 pieds, ce qui signifie qu'ils étaient proches de la pente de descente de 6 degrés plutôt que des 3 degrés où ils auraient dû être, et ce fait aura bientôt des conséquences. Il existait en réalité une procédure standard dans la compagnie pour approcher la pente de descente par le haut. Elle indiquait aux pilotes d'utiliser une vitesse verticale avec une valeur maximale de moins 1500 pieds par minute pour essayer d'intercepter la descente, mais cela n'allait clairement pas suffire ici. Donc, avec les freins de vitesse activés et le mode de descente ouverte, l'avion a commencé à descendre beaucoup plus rapidement, et encore une fois sans aucun appel correct du mode automatique de vol ou coordination de l'équipage. En même temps, le contrôleur de la tour de Karachi avait également réalisé que l'avion entrant était vraiment haut. Il a contacté son collègue contrôleur d'approche pour lui signaler que c'était trop haut. Le contrôleur d'approche, qui avait déjà remarqué cela depuis un moment, a confirmé que c'était trop haut. Je l'observe et lui donnerai une orbite. Peu après, il a contacté l'avion et demandé « Pakistan 8303, pouvez-vous indiquer votre niveau de vol ?» Le capitaine a répondu « Hors de 75 pour 3000 ». En réalité, l'altitude était de 2347,8 mètres, ce qui signifie que le capitaine voulait la faire paraître moins élevée, montrant qu'il était conscient du problème. À ce stade, l'avion a survolé le point d'approche initial Sabène à une altitude plus de 2 fois supérieure à celle affichée. Il n'y avait aucun moyen concevable pour que cette approche devienne stable à ce stade, mais pour une raison folle, les pilotes ont continué. Alors qu'ils passaient 10 000 nautiques, le contrôleur les a de nouveau alertés sur la distance pour montrer clairement que l'altitude à laquelle ils se trouvaient était totalement inappropriée pour cette distance. Mais le capitaine a de nouveau simplement répondu « Aucun problème, monsieur » et a continué. Jusqu'à présent, bien que l'avion était incroyablement haut, l'équipage n'avait pas encore commencé à dépasser les limites. Mais cela allait bientôt changer. Certains d'entre vous pourraient se demander si ce capitaine n'était pas un pilote standard d'Airbus A320i. Où étaient ces normes? Et c'est une question très juste. Lors de l'enquête, le fichier de surveillance des données de vol opérationnel, Flight Data Monitoring, du capitaine a été analysé. Et ce qui a été découvert dans cela était vraiment horrifiant.
Tout d'abord, Pakistan International Airlines n'avait réussi à capturer qu'environ 5% de leur vol jusqu'à ce point, ce qui était vraiment très mauvais. Mais lorsque le fichier du capitaine a été examiné, plusieurs approches relatives à une vitesse élevée, un chemin élevé, un taux de descente élevé, de longues poussées et même des avertissements GPW ont été découverts. Ce qui signifie que ce type d'approche qu'il volait maintenant n'était rien de nouveau pour lui, plutôt le contraire. Et cela pourrait vous donner une petite explication de ce qui allait se passer à 14h30 et 1:39 secondes. Quelqu'un dans le cockpit a actionné le train d'atterrissage vers le bas. Nous ne savons pas qui a fait cela, puisque, une fois de plus, il n'y avait aucune communication verbale à ce sujet et aucune vérification croisée des vitesses ou autre chose. Mais je suppose que cela a été fait par le capitaine, car il était celui qui poussait maintenant cette approche, avec le premier officier, essayant simplement de comprendre passivement ce qui se passait, puisque l'avion continuait de descendre en mode descente ouverte. La traînée supplémentaire fournie par le train d'atterrissage nécessitait que l'avion incline le nez vers le bas pour continuer avec la vitesse sélectionnée. Et cela a conduit à une augmentation de la vitesse verticale à environ 7500 pieds par minute. Seulement quelques secondes après que le train d'atterrissage a été actionné vers le bas, le contrôleur d'approche a de nouveau essayé de faire comprendre à l'équipage leur position en leur disant « Monsieur, l'orbite est disponible si vous le souhaitez », ce qui signifie que l'équipage pourrait faire un tour de 360 degrés pour perdre de l'altitude. Mais le capitaine a dit à l'officier que c'était bon, et l'officier a répondu négativement, affirmant qu'ils étaient à l'aise et qu'ils allaient y arriver. Encore une fois, si l'officier de première classe était le pilote en vol, il n'aurait pas dû faire les appels radio ici, et toute l'opération à ce point était simplement très désorganisée. Quand les gens sont mis dans une situation très stressante, surtout une où les choses se passent apparemment hors de contrôle de la personne et de manière accélérée, il n'est pas rare que la personne devienne passive et suit simplement le flux. Cela semblait vraiment être le cas avec l'officier de première classe, mais il est également probable que le capitaine, même s'il était celui qui dirigeait cette approche folle, a également commencé à perdre sa conscience situationnelle, puisque les choses se passaient si vite et si loin des opérations normales. Cependant, un nouvel événement est survenu qui aura un impact considérable sur cette histoire. À 14h32 et 18 secondes, l'avion a traversé 4817 pieds avec une vitesse verticale d'environ 400 200 pieds par minute. Comme l'altitude sélectionnée dans l'unité de contrôle de vol était de 3000 pieds, l'autopilote a maintenant calculé qu'il était temps de commencer à réduire le taux de descente pour capturer l'altitude et il s'est donc engagé dans son mode d'altitude. Cela n'a pas été remarqué ni signalé par l'équipage, mais au moins la vitesse sélectionnée a maintenant été réduite à 230 nœuds. Pendant que cela se produisait, on pouvait entendre le capitaine dire qu'il serait surpris que nous ayons fait cela, probablement en référence au contrôleur, et cela indique qu'il était en fait assez satisfait de lui-même et de l'endroit où se trouvait maintenant l'avion, comme si c'était quelque chose dont il fallait être fier. Mais comme s'il avait entendu cette remarque, le contrôleur d'approche est maintenant revenu avec un ordre direct. Pakistan, 8303, ignorait, tournait à gauche en direction de 180, car il en avait probablement assez de cette manœuvre folle où il pouvait voir que l'avion était toujours sur une pente de descente de 6 degrés et il voulait donner à l'équipage quelques miles supplémentaires, qu'il le veuille ou non. Mais pensez-vous que le capitaine a écouté? Non. L'avion a simplement continué et 8 secondes plus tard, quelqu'un a répondu « Monsieur, nous sommes à l'aise maintenant et nous sommes sortis de 3500 pour 3000 établis sur l'Instrument Landing System 25 gauche. » Mais comment était-ce possible? Juste quelques secondes plus tôt, l'avion se stabilisait à 3000 pieds et ils étaient encore bien au-dessus de la pente de descente. Comment se fait-il qu'ils étaient alors pleinement établis? Eh bien, ce qui s'était passé maintenant, c'est que puisque l'avion était si haut, il volait maintenant entre la pente de descente de 3 degrés et celle de 9 degrés. Dans cette région, les deux lobes radiaux de l'antenne de la pente de descente interféraient l'un avec l'autre, provoquant des perturbations que le récepteur de la pente de descente dans l'avion interprétait comme la capture de la pente de descente. C'était très malheureux car cela signifiait que le niveau à 3000 pieds qui aurait sinon sauvé maintenant ne s'est pas produit et à la place, l'avion a commencé à piquer comme un fou pour suivre la pente de descente de 3 degrés des milliers de pieds en dessous d'eux. Maintenant, avant de commencer à dire que les systèmes de l'avion auraient dû être capables de comprendre cela, vous devez vous rappeler que nous avons des limitations, des procédures et des directives pour une raison. Il est presque impossible de construire des systèmes conçus pour gérer les fautes graves des pilotes, et dans ce cas, il n'aurait jamais dû être dans cette position en premier lieu en réponse à l'appel de l'équipage. Le contrôleur d'approche est maintenant revenu avec une instruction sévère.
Négatif, tourner à gauche en direction de 180 degrés, ce qui est assez difficile à mal interpréter. Cependant, l'équipage du vol 8303 a simplement répondu « Monsieur, nous sommes établis sur Instrument Landing System 25 gauche ignorant complètement cette instruction directe. » 8 secondes plus tard, alors que l'avion passait à 3090 pieds avec 5,7 miles à parcourir, la vitesse était de 242 nœuds, avec 225 sélectionnés, mais avec un angle d'inclinaison terrifiant de moins 12,6 degrés. À ce stade, la configuration de volet 1 a été sélectionnée, probablement pour essayer d'ajouter un peu de traînée et de ralentir l'avion, mais comme il était toujours en piqué, essayant de s'aligner avec la pente de descente qui était encore bien en dessous d'eux, cela était complètement inutile. La vitesse maximale d'extension des volets était de 230 nœuds, leur vitesse réelle étant de 12 nœuds supérieure. Un avertissement principal de dépassement de vitesse s'est activé, accompagné d'avertissements sonores de crickets et d'avertissements Electronic Centralized Aircraft Monitor. Presque simultanément, le niveau de l'avion est passé en dessous de 13 degrés nés vers le bas, ce qui est défini comme une attitude de déséquilibre et aussi la limite de ce que l'autopilote Airbus permettra. L'autopilote s'est donc déconnecté et cela a été accompagné d'un avertissement séparé de déconnexion de l'autopilote. Maintenant, aucun de ces avertissements n'a été signalé par aucun des pilotes et à la place, l'approche a simplement continué manuellement. Cela a dû être une expérience terrifiante pour le premier officier car une attitude de nez normale et une approche se situent entre moins 1 et plus 1 degré. Donc, avec les moins 13,7 degrés qu'il volait maintenant, cela aurait ressemblé à rien de ce qu'il avait déjà vu. Mais maintenant, plusieurs avertissements retentissaient dans le cockpit et ce n'était que le début. Mais la séquence de ces avertissements deviendra en fait super importante pour expliquer l'une des questions les plus courantes sur cet accident. Mais j'y reviendrai plus tard. Vous voyez, lorsque des avertissements apparaissent dans les cockpits, il n'y a qu'un certain nombre de sons différents et d'entrées visuelles qu'une personne peut traiter, surtout sous stress, et les fabricants d'avions le savent. À cause de cela, les avertissements sont priorisés et seuls les avertissements audio les plus urgents sont diffusés à un moment donné. Maintenant, tous les avertissements seront affichés sur l'ICAM et toutes les lumières associées resteront allumées. Mais cela aide rarement, car la situation nécessitant plusieurs avertissements est par définition stressante. Souvenez-vous de ça. 5 secondes après la déconnexion du pilote automatique, les premiers avertissements de proximité au sol ont été déclenchés par le taux de descente vertigineux de l'avion. Il s'agissait d'un taux de descente sonore suivi de 2 remontées. Et pour mettre cela en perspective, tout avertissement de remontée doit être suivi d'une exécution immédiate de la manœuvre d'évasion de terrain. Ici, il n'y a aucune marge de manœuvre. Les pilotes doivent initier une remontée immédiate, suivie de plusieurs autres actions conçues pour garantir la séparation du terrain de l'avion. Mais que pensez-vous qu'il s'est passé dans ce cas? Eh bien, aucun des pilotes n'a même signalé les avertissements du système d'avertissement de proximité du sol et la manœuvre d'évasion de terrain n'a pas été initiée. Mais le premier officier a effectivement commencé à entrer quelques commandes de nez vers le haut sur son manche à balai. Cela signifie que le taux de descente est passé de moins 7400 à moins 2000 pieds par minute au cours des 10 prochaines secondes. Et aussi, et c'est vraiment important, le train d'atterrissage a été sélectionné en position haute ainsi que le frein de vitesse rétracté. Bien qu'aucune de ces actions n'ait été annoncée, le fait que le premier officier ait commencé à monter suggère qu'il a probablement aussi rétracté le train d'atterrissage et les aérofreins, vraisemblablement pour tenter d'interrompre l'approche. Maintenant, rétracter le train d'atterrissage soi-même quand on est pilote est vraiment étrange, mais encore une fois, rien ne fonctionnait vraiment comme il se devrait dans ce cockpit et les choses n'étaient toujours pas terminées. À 14h32 et 58 secondes, l'approche de Karachi a autorisé le vol 8303 de Pakistan Airlines à atterrir sur la piste 25 gauche. Donc, même si le train d'atterrissage était maintenant relevé et que le taux de descente avait modéré, l'approche se poursuivait toujours avec une vitesse oscillant autour de 235 nœuds et c'est maintenant que la prochaine chose critique s'est produite car quelqu'un a maintenant sélectionné les volets en première position de configuration 2 puis 3. Clairement, la vitesse dépassait le maximum, même pour la configuration 1. Les configurations 2 et 3 ont donc simplement déclenché davantage d'alertes de survitesse mètre et d'alertes électroniques Centralized Aircraft Monitor rouge. Et il est peu probable que les volets aient réellement commencé à beaucoup bouger, mais le rapport final n'a pas vraiment spécifié tout cela.
Mais ce que tout cela signifiait, c'est que lorsque l'avion a passé environ 1100 pieds, il semble qu'une division se soit maintenant développée dans le cockpit car le premier officier, qui avait probablement rétracté le train d'atterrissage et les aérofreins, a maintenant suggéré qu'il devrait faire une orbite et a également commencé à l'exécuter. Mais le capitaine qui avait entendu l'autorisation d'atterrissage et était probablement aussi celui qui avait sélectionné les volets dans la configuration d'atterrissage a répondu « Non, non, laissez ça » et il a également appuyé sur le bouton de priorité sur son manche pour prendre le contrôle, mais bien sûr sans annoncer qu'il le faisait réellement. Le cockpit abritait 2 pilotes avec des représentations mentales divergentes de la situation et des actions à entreprendre. Il y avait encore de multiples avertissements qui se déclenchèrent, accompagnés de lumières d'avertissement principales, et la vitesse et l'altitude étaient toujours beaucoup trop élevées pour tenter un atterrissage sûr. En gros, c'était la définition du chaos. S'il y avait une approche qui nécessitait un tour d'attente, c'était celle-ci. Mais au lieu de cela, le capitaine a simplement continué. Le tangage a maintenant été manuellement abaissé à -5 degrés, donnant un taux de descente d'environ 1800 pieds par minute. La vitesse était de 220 nœuds probablement en hausse. Et ils étaient 2 points au-dessus de la pente de descente en passant la porte d'atterrissage de 380 mètres. C'est là qu'ils auraient dû être stabilisés. Sur la vitesse, l'altitude et la poussée avec toutes les listes de contrôle complétées afin de pouvoir continuer l'approche, mais comme aucune des autres procédures d'exploitation standard n'avait été suivie, celle-ci non plus. Je pense qu'il est crucial de noter que le capitaine avait probablement abaissé le train d'atterrissage plus tôt pendant l'approche et qu'il était désormais passé au poste de pilote en vol. Mais il est probable que c'était le premier officier qui avait relevé le train d'atterrissage, alors qu'il était pilote en vol, et aucun d'eux n'avait verbalisé aucune de ses actions ni complété les listes de contrôle d'atterrissage. Donc, étant donné le stress extrême et la confusion qui dominaient maintenant ce cockpit, il est très possible qu'aucun d'eux n'était réellement sûr de la configuration dans laquelle l'avion se trouvait réellement. Et cela nous amène au tout dernier rempart disponible, construit spécifiquement pour essayer d'éviter le désastre, et ce sont les différents systèmes d'alerte de l'avion. Alors que l'avion descendait à travers 750 pieds de radio, avec la configuration des volets 3 sélectionnés mais le train d'atterrissage non abaissé, l'alerte électronique Centralized Aircraft Monitor indiquant que le train d'atterrissage n'était pas abaissé a été déclenchée, ainsi que la flèche rouge à côté du sélecteur de train d'atterrissage. Mais comme il y avait déjà plusieurs autres alertes de cricket déclenchées, cette nouvelle alerte n'a probablement pas ajouté assez de nouveaux stimuli pour attirer l'attention du pilote. Aucun d'eux n'avait traité les autres alertes électroniques Centralized Aircraft Monitor. Jusqu'à ce point, et dans la confusion et le stress, il est peu probable qu'ils aient remarqué cette flèche rouge non plus. Mais bien sûr, il y avait encore un autre système. Un système qui devrait certainement attirer leur attention. C'était le système d'avertissement de proximité du sol. Il comprenait aussi un avertissement verbal trop bas, vitesse qui pourrait réveiller et informer le pilote s'il était activé, ce qui devrait suffire, n'est-ce pas? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, les systèmes d'alerte prioriseront différentes alertes en fonction de leur gravité et de la phase de vol. C'était également vrai pour le système d'avertissement de proximité du sol qui était maintenant confronté à un choix alors que l'avion continuait à foncer vers la piste. Le système pouvait sentir que le taux de descente était beaucoup trop élevé et qu'ils étaient trop près du sol. Il pouvait également sentir que le train d'atterrissage n'était pas déployé, mais étant donné que la vitesse était encore supérieure à 190 nœuds à ce moment-là, ce fait a été ignoré car il n'était pas logique que quelqu'un essaie d'atterrir à cette vitesse. Ainsi, la première alerte trop bas, sol a commencé lorsque l'avion a descendu à 500 pieds. Et cela a été suivi par plusieurs avertissements remontés. Plusieurs trop bas, sol puis taux de descente, remonté et trop bas, sol mais pas trop bas, vitesse. Ces avertissements ont continué à retentir pratiquement tout le long jusqu'à 24 pieds au-dessus de la piste, où tous les avertissements ont été inhibés par conception. L'avion a maintenant rugi au-dessus de la piste, toujours à une vitesse de plus de 200 nœuds et avec le train d'atterrissage toujours rentré. Cette vitesse insensée a évidemment fait dépasser toute la zone de toucher et alors que l'avion descendait à travers 7 pieds, le capitaine a sélectionné la marche arrière complète sur les 2 moteurs. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont vu mon dernier épisode savent que les inverseurs ne s'activeront pas tant que les interrupteurs de poids des roues du train d'atterrissage principal ne sont pas comprimés, et puisque ceux-ci étaient maintenant soigneusement rangés dans la position rentrée, cela n'allait pas se produire. Mais le fait que le capitaine les ait sélectionnés alors qu'il était encore en l'air était un autre signe de son mépris total pour les procédures.
À 14h34 et 28 secondes, les deux nacelles des moteurs de l'avion ont touché le sol à environ 4500 pieds sur la piste 25 gauche. Cela a évidemment provoqué de terribles vibrations à l'intérieur de la cabine et des étincelles ont immédiatement commencé à jaillir lorsque le béton a commencé à moudre le dessous métallique des moteurs. Dans le cockpit, le capitaine a réagi en poussant son manche complètement vers l'avant et en appliquant un freinage manuel maximum, mais le train d'atterrissage étant rentré, cela n'a pas beaucoup aidé. Les nacelles des moteurs ont continué à rebondir sur la surface de la piste, touchant le sol un total de 4 fois au cours des 16 prochaines secondes. Mais l'avion n'a pas beaucoup ralenti. Pendant tout ce temps, le premier officier donnait des commandes de montée aux 2/3, indiquant qu'il voulait faire un tour pendant que le capitaine continuait à maintenir la position du nez vers le bas de son côté, ce qui signifiait que les entrées étaient moyennées à une légère entrée du nez vers le bas. Bien sûr, les moteurs n'étaient pas conçus pour supporter la charge à laquelle ils étaient maintenant soumis, mais la haute vitesse signifiait que le poids total de l'avion ne pesait pas non plus sur eux, ce qui aurait probablement causé leur rupture. Mais seulement du côté des moteurs, où les boîtes de vitesse auxiliaires et les boîtes de vitesse de transfert sont situées, c'était la zone où le béton commençait maintenant à se moudre. Le moteur droit, numéro 2, est resté en contact avec la piste le plus longtemps. À 14h34 et 37 secondes, avec les inverseurs en poussée inverse totale, une alerte d'incendie du moteur 2 a éclaté dans le cockpit. Simultanément, le moteur numéro 2 a aussi commencé à se rembobiner, son générateur a alors échoué, entraînant un basculement du système électrique vers le moteur numéro 1. C'était clairement catastrophique, mais au moins ils étaient encore sur la piste et donc proches des services d'urgence. S'ils étaient simplement restés dans cette configuration, ils auraient probablement dépassé la piste, mais au moins ils auraient eu une chance décente de survie. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Environ 14 secondes après le toucher initial, le premier officier a crié « Décollage, monsieur », et dans la confusion, le capitaine a simplement suivi ce conseil. Il a maintenant arrêté d'appliquer le freinage, puis a déplacé les niveaux de poussée de la pleine inversion vers le mode TOW-GA. Comme je l'ai dit précédemment, les inverses ne se sont jamais vraiment activées, car elles ne ressentaient pas le mode sol. Mais cette action, le fait qu'il ait choisi de faire demi-tour après avoir sélectionné la poussée inverse, était encore une autre énorme négligence des procédures d'exploitation standard. Surtout que l'alarme incendie retentissait maintenant aussi dans le cockpit. Le moteur numéro 1 a maintenant répondu et a commencé à s'enrouler et comme la vitesse était encore d'environ 160 nœuds à ce moment-là, l'avion a presque immédiatement décollé dès que le capitaine a commencé à tirer sur son manche à balai. Le moteur 2, endommagé lors du frottement au sol, est passé en mode de démarrage automatique pour se remettre en ligne pendant la montée. À 18 mètres, le premier officier a sélectionné les volets en conflit, le réglage de remise en vol et la montée s'est poursuivie. Cependant, il est intéressant de noter que comme la vitesse était maintenant inférieure à 190 nœuds, le système d'avertissement de proximité du sol a indiqué trop bas engrenage. Cela a amené l'un des pilotes à déplacer immédiatement le sélecteur d'engrenage vers le bas, puis à nouveau en arrière quelques secondes plus tard. Le train d'atterrissage n'a jamais commencé à s'étendre pendant cet événement, mais cela montre la puissance de cet avertissement s'il arrive au bon moment. Le premier officier a contacté Karachi, annonçant leur intention de faire un tour. À l'aéroport, tous avaient vu les énormes étincelles de l'atterrissage sur le ventre, déclenchant une urgence complète. Le moteur numéro 2 a commencé à se rétablir lentement, indiquant des vibrations assez importantes lors de sa remise en marche. L'équipage a commencé à accélérer et à rentrer tous les volets, mais s'ils avaient regardé leurs écrans de moteur, ils auraient vu que les niveaux d'huile des deux moteurs étaient maintenant en chute rapide. Vous voyez, le fait que le boîtier sur la partie inférieure de ces deux moteurs ait maintenant été poncé en deux énormes trous signifiait que toute l'huile du moteur sortait maintenant à flot par ces trous et même si ces moteurs avaient montré une résilience incroyable jusqu'à ce point, ils fonctionnaient maintenant pour une durée indéterminée. Mais les pilotes étaient jusqu'à présent totalement inconscients de cela. Alors qu'ils grimpaient à travers 500 pieds, la poussée a été réduite à la poussée maximale continue pendant quelques secondes avant d'être à nouveau poussée en mode décollage. Les deux moteurs ont réagi à la commande, mais présentaient des niveaux de vibration très élevés. Le capitaine a maintenant sélectionné la montée ouverte et a déplacé les leviers de poussée dans le cran de montée. Mais alors que l'avion grimpait à environ 1200 pieds, les avertissements de basse pression d'huile du moteur numéro 2 puis du moteur numéro 1 ont été déclenchés et ceux-ci sont également venus avec les avertissements de prudence maître associés et les grillons.
Cela n'a pas été annulé par l'équipage et à 658 mètres, le pilote automatique 1 a été connecté pendant que l'avion grimpait vers 914 mètres. Karachi a maintenant appelé l'avion et les a autorisés à tourner à gauche sur un cap de 110 degrés et à continuer à monter à 3000 pieds pour le vent arrière pour une nouvelle approche, mais le contrôleur ne leur a pas parlé de l'atterrissage sur le ventre. L'équipage a compris cela, mais alors qu'il commençait à tourner, le moteur numéro 1 a finalement lâché et est tombé en panne. C'était un problème sérieux car rappelez-vous que le générateur du moteur numéro 2 avait déjà échoué au sol. Donc si le moteur numéro 1 échouait maintenant, il ne resterait que l'unité de puissance auxiliaire et la turbine à air pour fournir de l'électricité. Mais à ce stade, la quasi inexistante gestion de la relation client et la conscience situationnelle entre ces deux pilotes ont de nouveau montré leur laideur. Car à 14h36 et 6 secondes, le premier officier a annoncé de mettre le levier de confiance numéro 2 au ralenti. Maintenant, il n'est pas clair d'où cela est soudainement venu, mais étant donné que c'était le moteur numéro 2 qui avait eu l'indication originale d'incendie de moteur, il est possible que c'est maintenant ce à quoi il était confronté. Le problème, cependant, était bien sûr qu'il réduisait maintenant la poussée sur le seul moteur qui fonctionnait encore. 10 secondes plus tard, l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur vocal du cockpit ont cessé de fonctionner suite à la panne des deux générateurs. Cela a provoqué le déploiement de la turbine à air comprimé qui a repris l'enregistreur vocal de cabine, mais pas l'enregistreur de données. À partir de là, les détails exacts nous échappent, au-delà de ce que nous pouvons déduire des enregistrements du cockpit. Quoi qu'il en soit, l'avion a continué à voler en vent arrière et l'altitude indiquée la plus élevée était de 3140 pieds. Le moteur numéro 1 ayant échoué et le moteur numéro 2 étant au ralenti, l'avion a entamé sa descente tout en perdant de la vitesse. Plusieurs alertes de charge de cavalerie ont maintenant été entendues dans le cockpit. Avec 2 entrées doubles et des avertissements de décrochage. L'avion était à 1900 pieds en descente sur un cap de 103 degrés et avec une vitesse au sol de 222 nœuds lorsque cela s'est produit et le capitaine a maintenant demandé au premier officier où se trouvait la piste. Le premier officier a signalé cela et quelques secondes après, une alerte d'altitude en mode C a retenti. Pendant ce temps, le contrôleur de la tour de Karachi a demandé à son collègue, le contrôleur d'approche, de vérifier auprès de l'équipage si leur train d'atterrissage était sorti. Cela va malheureusement conduire à la toute dernière pièce de ce puzzle horrifique, que nous verrons très bientôt. Le contrôleur d'approche, qui était toujours en contact avec l'avion, pouvait maintenant voir que l'avion descendait évidemment, et les a appelés pour le leur signaler. Le premier officier a simplement demandé l'autorisation de maintenir 2000 pieds à la place, ce qui a évidemment été immédiatement approuvé. Et plusieurs autres avertissements de cricket ont ensuite pu être entendus, auxquels le capitaine a simplement répondu en demandant au premier officier de les annuler. Une brève discussion a suivi sur le moteur numéro 2, confirmé comme étant toujours en marche. Puis, le prochain avertissement d'altitude a retenti, indiquant que l'équipage ne maintenait pas les 2000 pieds récemment autorisés. Sur l'enregistreur vocal de cabine, le moteur numéro 2 était entendu en train d'accélérer. Le contrôleur d'approche a dit à l'équipage qu'il pouvait les voir descendre. À 1800 pieds, et le premier officier a répondu en maintenant. J'essaie de maintenir. Le premier officier a ensuite indiqué au capitaine que la vitesse minimale pour la turbine à air libre était de 140 nœuds, et d'essayer de maintenir cela. Et puis il a essayé de réactiver les générateurs en les éteignant, puis en les rallumant. Au même moment, le capitaine a demandé au premier officier s'il avait sélectionné le moteur numéro 2 au ralenti lorsque c'était le moteur numéro 1 qui avait échoué. Et le premier officier a simplement répondu « oui » pendant les 30 secondes suivantes. Des bruits ressemblant à des calages de moteurs pouvaient être entendus, et le capitaine a demandé au premier officier ce que ces sons étaient. Le premier officier a répondu « réduis la vitesse », faisant probablement référence à la vitesse du moteur. Et le capitaine a poursuivi en demandant au premier officier de sélectionner les volets 1. Un autre signal d'alarme principal a rapidement suivi. Mais le moteur numéro 2 restant était manifestement également gravement endommagé à ce stade, manquant d'huile moteur. Donc, environ 1 minute après cela, tous les bruits de ce moteur ont également disparu. Cela signifie qu'à partir de 14h38 et 46 secondes, cet avion volait maintenant sans aucun moteur, et avec seulement la turbine à air comprimé fournissant de l'énergie, puisque l'unité de puissance auxiliaire n'a jamais été démarrée. Des avertissements de décrochage ont retenti dans le cockpit, suivis par les supplications du premier officier au capitaine d'accélérer. Le capitaine a répondu « Comment augmenterais-je la vitesse ?» montrant une réelle frustration ici, pendant que l'avion continuait de descendre.
Il y a eu une brève discussion sur la disponibilité d'une base militaire à proximité avant que le contrôleur d'approche de Karachi n'intervienne et dise « il semble que vous tourniez à gauche ». Le premier officier a répondu que nous allons procéder directement, monsieur. Nous avons perdu les moteurs et en arrière-plan, une autre entrée maléfique pouvait maintenant être entendue et c'est maintenant que le dernier clou dans le cercueil est probablement arrivé. Parce qu'à 14h39 et 20 secondes, le contrôleur d'approche de Karachi a demandé de confirmer que vous effectuez un atterrissage ventral. Le premier officier a répondu « Négatif, monsieur », mais cela a été presque immédiatement suivi par le capitaine demandant si le train d'atterrissage était déployé. Lorsque le premier officier a confirmé que le train d'atterrissage n'était pas déployé, un son similaire à celui du levier du train qui descendait a été entendu presque immédiatement. À ce moment-là, l'avion était encore relativement loin de la piste et volait à une vitesse relativement faible. Donc, dans cette situation, déployer le train d'atterrissage ajouterait beaucoup de traînées et réduirait grandement la distance de planée disponible. En se basant sur la conversation, on peut supposer que c'était le capitaine qui a fait cela et il est impossible de spéculer sur ce qu'il pensait, mais en se basant sur la façon dont il avait géré le reste de ce vol jusqu'à ce point, il est probable que c'était juste une décision prise en une fraction de seconde basée sur la question du contrôleur, une décision qui s'avérerait finalement fatale. Le capitaine a maintenant dit au premier officier de faire asseoir l'équipage de cabine et pendant qu'il faisait cela, le capitaine a également commencé à crier « Mayday, Mayday, Mayday » dans l'air mince du cockpit. Le premier officier a continué en répétant cela à la radio alors qu'il descendait à travers 700 pieds. Peu après, l'avertissement de décrochage synthétique a débuté et a été entendu en continu jusqu'à la fin de l'enregistrement. L'avion tournait maintenant à gauche vers la piste, mais il devait maintenant être évident pour les pilotes qu'ils n'allaient pas l'atteindre. Le contrôleur de Karachi a signalé que toutes les pistes étaient disponibles pour l'atterrissage, mais dans le cockpit, la situation s'aggravait avec les alertes de décrochage et de cricket qui retentissaient simultanément. À 400 pieds d'altitude, ils étaient presque alignés avec la piste, mais encore désespérément loin. Le capitaine a crié de ne pas prendre de volet, essayant d'éviter toute traînée supplémentaire, mais avec le train d'atterrissage sorti, cela n'avait pas vraiment d'importance. À 14h40 et 18 secondes, l'avion s'est écrasé dans une zone résidentielle densément peuplée à environ 1300 mètres avant la piste 25 gauche. L'avion s'est immédiatement désintégré et un incendie intense a éclaté qui a également englouti plusieurs bâtiments autour du site de l'accident. Sur les 99 personnes à bord de l'avion, toutes, sauf 2, ont péri dans l'accident et une personne au sol a également été mortellement blessée. Les services d'urgence ont été immédiatement envoyés vers le site, mais ils ont été entravés par les rues étroites et une énorme foule de personnes qui étaient maintenant présentes pour essayer d'aider. La cause de l'accident a évidemment été trouvée être le non-respect des procédures d'exploitation standard et l'ignorance des instructions du contrôle de la circulation aérienne par les 2 pilotes. Il a été constaté que les contrôleurs aériens auraient dû informer l'équipage de l'atterrissage sans train dès qu'ils l'ont vu, car cela aurait pu aider les pilotes à saisir la gravité du problème. Le fait que les pilotes jeûnaient était un autre facteur contributif potentiel qui est depuis interdit pour le personnel navigant. Mais le fait demeure que le mépris flagrant des règles, des procédures et de la gestion des ressources de l'équipage semble avoir été une caractéristique régulière de la manière de piloter de ce capitaine. À mon avis, cela jette une lumière très dure sur le département de formation et de vérification de Pakistan International Airlines, car il est tout simplement impossible que ce type de comportement soit passé inaperçu. Plusieurs recommandations ont découlé de cette enquête, principalement destinées à la compagnie aérienne elle-même et aux autorités de l'aviation du Pakistan. Mais à la suite de cette enquête, de manière choquante, il a également été découvert que 40% des pilotes de la compagnie aérienne Pakistan International Airlines volaient avec de fausses licences. Ce n'était pas le cas pour les 2 pilotes impliqués dans cet accident, mais cette révélation stupéfiante a conduit à l'interdiction de la compagnie aérienne dans l'Union européenne et aux États-Unis jusqu'à ce qu'ils puissent montrer une amélioration significative. Sur une note personnelle, cet accident m'a laissé me sentir à la fois franchement en colère et choqué. Nous, les pilotes, sommes chargés de la vie de nos passagers et de notre équipage, et il n'y a franchement aucune excuse pour ce type d'incompétence. Aucun système d'avion, aucune redondance ou avertissement ne suffisent si les pilotes ne les utilisent pas. Et si vous êtes un examinateur là-bas, ce sont exactement le type de traits de pilote que vous et moi sommes chargés de garder hors du cockpit.